Je jetai alors les bases d'une théorie plus compliquée et plus douteuse. En résumé, les Blancs voulaient être bronzés et apprendre des danses de nègres. Les Noirs voulaient s'éclaircir la peau et se décrêper les cheveux. L'humanité entière tendait instinctivement vers le métissage, l'indifférenciation généralisée, et elle le faisait en tout premier lieu à travers ce moyen élémentaire qui était la sexualité. Le seul, cependant, à avoir poussé le processus jusqu'à son terme était Michael Jackson. Il n'était plus ni noir, ni blanc, ni jeune, ni vieux. Il n'était même plus, dans un sens, ni homme, ni femme. Personne ne pouvait véritablement imaginer sa vie intime. Ayant compris les catégories de l'humanité ordinaire, il s'était ingénié à les dépasser. Voici pourquoi il pouvait être tenu pour une star, et même pour la plus grande star, et en réalité la première de l'histoire du monde. Tous les autres, Rudolph Valentino, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Marilyn Monroe, James Dean, Humphrey Bogart, pouvaient tout au plus être considérés comme des artistes talentueux. Ils n'avaient fait que mimer la condition humaine, qu'en donner une transposition esthétique. Michael Jackson, le premier, avait essayé d'aller un peu plus loin. C'était une théorie séduisante, et Valérie m'écouta avec attention. Moi-même pourtant, je n'étais pas véritablement convaincu. Fallait-il en conclure que le premier cyborg, le premier individu qui accepterait, dans son cerveau, l'implantation d'éléments d'intelligence artificielle d'origine extra-humaine, deviendrait du même coup une star? Probablement oui, mais cela n'avait plus grand-chose à voir avec le sujet. Michael Jackson avait beau être une star, il n'était certainement pas un symbole sexuel. Si l'on voulait provoquer des déplacements touristiques massifs, susceptibles de rentabiliser des investissements lourds, il fallait se tourner vers des forces d'attraction plus élémentaires. Il doit certainement se passer quelque chose pour que les Occidentaux n'arrivent plus à coucher ensemble. C'est peut-être lié au narcissisme, au sentiment d'individualité, au culte de la performance, peu importe. Toujours est-il qu'à partir de 25 ou 30 ans, les gens ont beaucoup de mal à faire des rencontres sexuelles nouvelles. Et pourtant, ils en éprouvent toujours le besoin. C'est un besoin qui ne se dissipe que très lentement. Ils passent ainsi 30 ans de leur vie, la quasi-totalité de leur âge adulte, dans un état de manque permanent. Au milieu de l'imprégnation politique, juste avant l'abrutissement, on traverse parfois des instants de lucidité aiguë. Le dépérissement de la sexualité en Occident était certes un phénomène sociologique massif qu'il était vain de vouloir expliquer par tel ou tel facteur psychologique individuel. En jetant un regard à Jean-Yves, je pris cependant conscience qu'il illustrait parfaitement ma thèse. C'en était presque gênant. Non seulement il ne baisait plus, il n'avait plus le temps d'essayer, mais il n'en avait même plus vraiment envie. Et c'était encore pire, il sentait cette déperdition de vie s'inscrire dans sa chair. Il commençait à flairer l'odeur de la mort. Pourtant, objecta-t-il après une longue hésitation, j'ai entendu dire que les clubs échangistes avaient un certain succès. Non, justement, ça marche de moins en moins. Il y a beaucoup de boîtes qui ouvrent, mais elles ferment presque tout de suite parce qu'elles n'ont pas de clients. En réalité, il n'y a que 2 boîtes qui tiennent à Paris. Chris et Manu et le 2+2, et encore elles ne sont pleines que le samedi soir. Pour une agglomération de 10 millions d'habitants, c'est peu, et c'est beaucoup moins que dans le début des années 1990. Les clubs échangistes, c'est une formule sympa, mais de plus en plus démodée, parce que les gens n'ont plus envie d'échanger quoi que ce soit. Ça ne correspond plus aux mentalités modernes. À mon avis, l'échangisme a autant de chances de survie aujourd'hui que l'autostop dans les années 1970. La seule pratique qui corresponde vraiment à quelque chose en ce moment, c'est le SM. À ce moment, Valérie me jeta un regard affolé, me donna même un coup de pied dans les tibias.
Je la regardai avec surprise. Je mis quelques secondes à comprendre. Non, évidemment, je n'allais pas parler d'Audrey. Je lui fis un petit signe de tête rassurant. Jean-Yves n'avait pas remarqué l'interruption. Donc, poursuivis-je, d'un côté, tu as plusieurs centaines de millions d'Occidentaux qui ont tout ce qu'ils veulent, sauf qu'ils n'arrivent plus à trouver de satisfaction sexuelle. Ils cherchent sans arrêt, mais ils ne trouvent rien, et ils en sont malheureux jusqu'à l'os. De l'autre côté, tu as plusieurs milliards d'individus qui n'ont rien, qui crèvent de faim, qui meurent jeunes, qui vivent dans des conditions insalubres et qui n'ont plus rien à vendre que leur corps et leur sexualité intacte. C'est simple, vraiment simple à comprendre. C'est une situation d'échange idéale. Le fric qu'on peut ramasser là-dedans est presque inimaginable. C'est plus que l'informatique, plus que les biotechnologies, plus que les industries des médias. Il n'y a aucun secteur économique qui puisse y être comparé. Jean-Yves ne répondit rien. À ce moment, l'orchestre attaqua un premier morceau. Les danseuses étaient jolies et souriantes, leurs jupes plissées tourbillonnaient, découvraient largement leurs cuisses bronzées. Elles illustraient à merveille mon propos. Je crus d'abord qu'il n'allait rien dire, qu'il allait simplement digérer l'idée. Pourtant, au bout d'au moins 5 minutes, il reprit. Ça ne s'applique pas vraiment aux pays musulmans, ton système. Pas de problème. Tu les laisses en Eldorado découverte. Tu peux même t'orienter vers une formule plus dure avec du trekking et des expériences écologiques, un truc Survivor à la limite, que tu pourrais appeler Eldorado Aventure. Ça se vendra bien en France et dans les pays anglo-saxons. Par contre, les clubs orientés sexe pourront marcher dans les pays méditerranéens et en Allemagne. Cette fois, il sourit franchement. « Tu aurais dû faire carrière dans le business, » me dit-il à moitié sérieusement. « Tu as des idées. » Ouais, des idées. J'avais la tête qui tournait un peu, je n'arrivais même plus à distinguer les danseuses. Je finis mon cocktail d'un trait. J'ai des idées peut-être, mais je suis incapable de me plonger dans un compte d'exploitation, d'établir un budget prévisionnel. Alors ouais, j'ai des idées. Je ne me souviens plus très bien de la suite de la soirée. J'ai dû m'endormir. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur mon lit. Valérie, allongée nue à mes côtés, respirait régulièrement. Je la réveillai en bougeant pour attraper un paquet de cigarettes. « Tu étais pas mal bourré tout à l'heure. » « Oui, mais ce que j'ai dit à Jean-Yves était sérieux. Je crois qu'il l'a pris comme ça. » Elle me caressa le ventre du bout des doigts. « En plus, je crois que tu as raison. La libération sexuelle en Occident, c'est vraiment fini. » « Tu sais pourquoi ? » ?»« Non. » Elle hésita, puis reprit. « Non, au fond, pas vraiment. » J'allumai une cigarette, me calai contre les oreillers et dis « Suce-moi !» Elle me regarda avec surprise, mais posa la main sur mes couilles, approcha sa bouche. « Voilà !» m'exclamai-je avec une expression triomphante. Elle s'interrompit, me regardant avec surprise. « Tu vois, je te dis suce-moi et tu me suces. A priori, tu n'en éprouvais pas le désir. » « Non, je n'y pensais pas, mais ça me fait plaisir. C'est justement ça qui est étonnant chez toi. Tu aimes faire plaisir. Offrir son corps comme un objet agréable, donner gratuitement du plaisir. Voilà ce que les Occidentaux ne savent plus faire. Ils ont complètement perdu le sens du don. Ils ont beau s'acharner, ils ne parviennent plus à ressentir le sexe comme naturel. Non seulement ils ont honte de leur propre corps, qui n'est pas à la hauteur des standards du porno, mais pour les mêmes raisons, ils n'éprouvent plus aucune attirance pour le corps de l'autre. Il est impossible de faire l'amour sans un certain abandon, sans l'acceptation au moins temporaire d'un certain état de dépendance et de faiblesse. L'exaltation sentimentale et l'obsession sexuelle ont la même origine. Tous deux procèdent d'un oubli partiel de soi. Ce n'est pas un domaine dans lequel on puisse se réaliser sans se perdre. Nous sommes devenus froids, rationnels, extrêmement conscients de notre existence individuelle et de nos droits. Nous souhaitons avant tout éviter l'aliénation et la dépendance. En outre, nous sommes obsédés par la santé et par l'hygiène. Ce ne sont vraiment pas les conditions idéales pour faire l'amour. Au point où nous en sommes, la professionnalisation de la sexualité en Occident est devenue inéluctable.
Évidemment, il y a aussi le SM. C'est un univers purement cérébral, avec des règles précises, un accord préétabli. Les masochistes ne s'intéressent qu'à leurs propres sensations. Ils essaient de voir jusqu'où ils pourront aller dans la douleur, un peu comme les sportifs de l'extrême. Les sadiques, c'est autre chose. Ils vont de toute façon aussi loin que possible. Ils ont le désir de détruire. S'ils pouvaient mutiler ou tuer, ils le feraient. Je n'ai même pas envie d'y repenser, dit-elle en frissonnant. Ça me dégoûte vraiment. C'est parce que tu es resté sexuel, animal. Tu es normal en fait. Tu ne ressembles pas vraiment aux occidentales. Le SM organisé, avec des règles, ne peut concerner que des gens cultivés, cérébraux, qui ont perdu toute attirance pour le sexe. Pour tous les autres, il n'y a plus qu'une solution. Les produits porno avec des professionnels. Et si on veut du sexe réel, les pays du tiers-monde. Bon, elle sourit. Je peux continuer à te sucer tout de même? Je me rabattis sur les oreillers et me laissai faire. J'étais vaguement conscient à ce moment d'être à l'origine de quelque chose. Sur le plan économique, j'étais certain d'avoir raison. J'estimais la clientèle potentielle à au moins 80% des adultes occidentaux. Mais je savais que les gens ont parfois du mal, étrangement, à accepter les idées simples.